Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin rencontre une personne dont la vie bien remplie ne laisse aucune place à la monotonie, André Lacasse. Le bouche à oreille a porté fruit, encore une fois, à Connaissez-vous, parce que au début du mois de septembre, je ne connaissais pas mon invité d'aujourd'hui. Et ce soir, on est ensemble chez lui et on s'apprête à faire, je pense, toute une discussion, toute une jasette. Mon invité s'appelle Monsieur André Lacasse. Bonjour André. Bonjour. Ou bonjour Monsieur Lacasse. J'ai pas encore décidé. Tu peux y aller pour André, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Alors, si l'autorisation est donnée, ça va être André. Ça va être plus détendu. Parfait. Alors, comme je le disais, hein, c'est très, très récent qu'on s'est connus et on a eu une belle discussion au téléphone la semaine dernière et puis c'est très gentil d'accepter de vous livrer, de participer au projet. Alors, ça, c'est avec des gens comme vous que le projet s'enrichit. Et je pense que vous en avez beaucoup à raconter aussi. Ça fait que ça va bien. Tout s'imbrique, tout va bien ensemble. Ah, un coup, je suis parti. Moi, je suis arrêtable. Puis moi, en plus, je vous propose de commencer du début. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise de me dire un peu comment c'était à votre naissance, à quel endroit vous êtes né, peut-être, oui, si on commençait comme ça. Ben, on y va. Moi, je suis venu au monde en 1947, le 26 octobre, dans une boulangerie. Mon père était boulanger à Fermeneuve. Ça, c'est loin dans le nord, c'est tout près de Mont-Laurier. Puis là où il fait pas chaud l'hiver, comme peut-être pas aussi froid qu'en Abitibi, mais c'est pas chaud. C'est pas chaud non plus. Ah oui. Puis les étés, là, quand on faisait les foins, là l'été, on crevait de chaleur, puis rendu à 6h15, 6h30, là, Dame Nature mettait l'air climatisé naturel, là, on gelait, là, ça descendait pas loin du point de congélation, en dedans d'à peu près une demi-heure. Il y avait déjà une grosse diminution de température. Grosse variation de température au début de août, là, c'était pas drôle. Puis nous autres, les jeunes, on couchait dehors, on se faisait des tentes dehors, on avait du plaisir. On aimait bien ça. OK. Donc, en 1947, et vous étiez déjà non-voyant à ce moment-là? Ou J'avais un problème de malsoignance quand le médecin m'a mis au monde. Il était sur le party, puis il a pas vu que j'avais une cataracte sur l'œil. Apparemment qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait mettre pour essayer de la résorber dès la naissance, puis il a pas mis ce qu'il fallait. Je pense que c'était du nitrate d'argent ou je sais plus trop quoi, là. Je suis pas trop sûr du produit exact, en tout cas, enfin. Puis, comme il l'a pas fait, ben, la cataracte s'est développée sur les 2 yeux. Ah boy, OK. Puis, ma mère voyant, mes parents voyant que je voyais, que j'avais plus pas ma vision habituelle, puis quand il me faisait des flashs de lumière ou qu'il faisait mettre faire briller le soleil dans un miroir, je réagissais pas. On se dit, oups, c'est pas normal, ça. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose Oui. de... Là, ma mère est partie toute seule avec moi en autobus. Elle s'en allait à l'hôpital Saint-Justin. Imagine-toi, en autobus provincial, à partir de Fermeneuve, avec un petit bébé d'1 an et demi sur les bras. Le voyage a dû être long. Ah oui, oui. Et moi, je m'en rappelle pas, là. Non. Mais elle s'en rappelle, elle me l'a compté une couple de fois. Puis j'ai été opéré, mais j'ai été laissé sans surveillance, puis j'ai joué avec mon pansement. Et puis, ben, les liquides de la macula, ou je sais pas trop quoi, les liquides à l'intérieur de l'œil ont coulé. OK. À cet œil droit-là, c'est affaissé, il est devenu phtisique. L'œil gauche, lui, comme ils n'y ont pas touché, puis ma mère a pas voulu, parce que comme ils ont vu qu'il avait manqué le premier, il a pas voulu qu'on perde le deuxième. Ben, j'ai vu de cet œil-là pendant quasiment 13-14 ans. OK. Mais avec une cataracte, c'est comme un voile. T'as presque pas de définition. Tu rentres d'un poteau, puis tu peux t'excuser parce que c'est pas sûr si c'est un poteau ou ben c'est une personne.
c'est une vision floue, très floue. Mais c'est parce que vous êtes poli aussi, parce que vous vous excusez, peu importe. Toujours. Puis, ben, ce que j'aimais quand j'étais petit, c'est voler la spatule rouge à ma mère, la mettre au soleil, puis là, regarder la brillance de ça. Ou regarder le soleil qui se promenait sur le plancher, je trouvais ça bien drôle. Puis j'étais un petit tannant. Puis, à un moment donné, ben, on a vendu mon père a vendu à la boulangerie. Puis, on a eu une ferme. OK. On avait 7 vaches laitières, 2 chevaux, un bœuf. Eh bien, on était bien. C'était une petite fermette, là, si tu veux. Mm-hmm. Mais on était bien, puis je conduisais le tracteur, le camion, ça ferme. On est pas mal libre de faire tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'amusement, là. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'était pas tant pour s'amuser comme pour faire des travaux, comme des temps de fumier, des choses comme ça. Mais c'était pour des choses utiles. On conduisait pas le tracteur pour se promener. Oh, mon père n'aurait pas laissé faire ça. Puis on déneigeait l'hiver. Ça, c'était le fun aussi. J'adorais ça. Puis, trouver de l'amusement quand même dans les tâches à faire. Mon père, il disait, lui, là, il est aveugle, il est fini. Il faut jamais rien de bon dans la vie. Tu es toujours en train de jouer d'un tracteur, essayer de réparer un tracteur qui était défectueux. Pourquoi que ça marche pas? Puis je posais des questions à mes frères qui étaient plus vieux que moi. OK, vous étiez le plus jeune de la famille chez vous? Je suis le troisième de 4. OK. 2 gars, 2 ans de différence. Un break de 4 ans, ça a été moi, puis 2 ans plus tard, ma soeur. OK. Puis on comprend que personne d'autre a des problèmes de vision, là. Non, okay. Je suis le seul. Alors, ma mère, grâce à sa sœur, ma mère elle était la plus âgée des personnes chez elle. Chez elle, sa mère a eu 21 enfants. Tabarouette, OK. 16 de vivants. Alors, parce qu'il y avait des fausses couches dans ce temps-là. Hein, c'était fréquent, ben oui. Oui. Et puis, sa plus jeune sœur a dit, écoute, d'abord, elle était rentrée dans les sœurs du Sacré-Cœur. OK. Elle dit, écoute, je connais les sœurs grises, elle dit, qui ont une école pour les aveugles. Elle dit, je leur en ai parlé de ton gars. Elle dit, ils peuvent pas le prendre parce que comme il est venu au monde le 26 octobre, faudrait qu'il rentre rien que l'année prochaine. Ah, cette histoire d'être né après le 30 septembre, là, oui, exact. C'était déjà commencé, ça. Oui, c'était déjà commencé dans ce temps-là. Parce que j'ai subi ça, moi aussi. Moi, je suis né le 3 octobre. Ah oui, bonne fête encore. Ben, merci. Et puis, écoute, elle dit, on peut pas le faire rentrer. On va jouer un tour au système. On va le faire rentrer après la Toussaint. Début novembre. OK. Fait que, effectivement, je suis rentré au début novembre. Et puis, moi, j'étais habitué d'embrasser ma mère à tous les soirs. Fait que, quand j'étais couché dans mon lit, j'étais accroché à la sœur par le capuchon. Puis j'y ai sacré un bec sur le bec. C'est la spontanéité d'un enfant, tu sais. Ouais, vous étiez rendu à quel âge à ce moment-là? 7. 7 ans? Ouais. OK. J'allais avoir 7. Je venais d'avoir 7 ans, c'est ça. Ouais, OK. Fait que, ils m'ont expliqué que ça se faisait pas, patati patata. Puis là, j'ai rentré dans le rang tranquillement, j'ai pleuré beaucoup quand mes parents venaient, là, comme bien du monde. Ça a été la séparation. La séparation, tous les dimanches après-midi, les parents venaient, puis on pouvait sortir à peu près tous les mois. On avait un petit congé de fin de semaine, c'était agréable. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que quand tu t'habitues dans une grande maison, comme Nazareth, puis t'arrives chez vous, tu te dis, bon sang, c'est donc bien noir chez nous, c'est donc bien petit. Parce que tout le temps que tu restes chez vous, tu trouves ça grand. Mais quand tu t'en vas rester dans un couvent, où il y a des grands espaces, puis de la lumière partout, puis des fleurs, des fougères, puis toutes sortes de choses, à un moment donné, tu arrives chez vous, puis tu trouves ça petit. Ça fait découvrir d'autres perspectives, là, d'autres. C'est ça. Puis, en fait, j'ai continué à apprendre, puis moi, un petit peu comme quelqu'un a déjà dit dans une autre entrevue, j'ai écouté, je voulais faire comme mes frères. Et mes frères, eux autres, ils avaient des crayons, fait que moi, je leur ai fait une sainte colère quand j'ai rentré en première année. J'ai jeté mon bureau par terre. J'ai dit, je veux des crayons. Je veux pas de patente, de réglettes, pis je veux pas de ça. Je veux avoir des crayons comme mes frères. Ben là, tu pourras pas t'en servir, puis là, la maîtresse, elle m'a embadoué un peu. Puis là, j'ai rentré dans le rang, puis ça a bien été après. Ouais, parce que là, c'est ça, fallait apprendre le braille, j'imagine. Puis, oui. Oui.
continuer à apprendre, c'est-à-dire apprendre les trucs. Tout ce qui va avec. C'est ça, le cursus scolaire habituel. Puis là, comme de raison, comme j'étais super intelligent, j'étais toujours premier de classe, ou à peu près. Et puis, rendu en fin de 5e année, ils m'ont envoyé à Louis Braille. Puis Louis Braille, cette année-là, en 1960, ils ont ouvert en janvier seulement. Fait que là, j'ai fait ma 6e. Là. Fait que j'ai continué mon chemin, puis j'ai rencontré M. Châtelain, qui était notre prof d'anglais. Oui. Puis moi, j'aimais l'anglais. Je sais pas pourquoi, j'aimais ça. Ah bon, OK. Puis il y avait quelque chose qui me fascinait. J'avais entendu d'un reportage à la télévision qu'il y avait des ordinateurs qui étaient des grosses machines qui prenaient quasiment 2-3 étages, tellement que c'était gros. Il y avait plein de lampes, puis de condensateurs, puis toutes sortes de belles électroniques dans ça. Puis moi, j'étais curieux, je voulais savoir comment ça marchait, ces grosses machines-là. Puis, en apprenant l'anglais, M. Châtelain, il m'apportait des revues qui parlaient de sciences, technologies, puis des trucs comme ça. Mais là, l'anglais, il était abrégé. Ah. Fallait que tu le désabrèges, puis après ça, il y avait un gros volume, un gros dictionnaire qui avait combien de volumes? 12 volumes, je pense. Fallait que tu ailles chercher le mot que tu avais péniblement désabrégé pour en lire le sens. Oui. Et c'est comme ça que j'ai appris mon anglais écrit et parlé un peu en même temps. Parce que je rencontrais M. Châtelain dans le corridor, puis je parlais en anglais. Les autres, ils disent, le coach fait son frère, il parle au prof en anglais. Puis le prof, il devait être content, lui, que... oui, le prof, c'était quoi? Qu'il y ait un étudiant qui pratique. Mais c'était pas un chouchouteux. M. Châtelain, il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Puis, on dirait que cet esprit des affaires d'ordinateur-là, ça m'a jamais laissé, bien que tout le monde a le temps. Les aveugles, là, il y avait 3 avenues dans ce temps-là. Il y avait l'atelier de ballet de l'Institut national canadien pour les aveugles, l'INCA. Il y avait la musique, comme musicien un peu pas mal saltimbanque, puis les accordeurs de piano. Mais il y avait une autre avenue aussi, l'industrie familiale. Oui. On avait 3 restaurants. Hey, quand même, hein, 3. 3 restaurants, puis quand t'es chez vous, t'as pas besoin de travailler dans un restaurant, t'as pas besoin d'avoir ton 11e année, puis il n'y a pas de prérequis. T'es capable de faire quelque chose? Ben d'abord, ils m'ont tout prouvé. Ils ont essayé de me prouver que j'étais pas capable de faire des choses. Je leur ai prouvé le contraire. C'est ça, il a fallu que ce soit vous, là, qui soyez fort de caractère, puis... Je leur ai montré que je pouvais faire ça, mieux que même plus vite qu'ils pensaient. Ben, ils ont dit, c'est une bonne main, on va le prendre, on va le garder. De la main-d'œuvre? C'est de la main-d'œuvre. Ben oui. Fait que j'ai travaillé beaucoup pour les restaurants quand j'étais petit, là, de 8 à 14-15 ans, à peu près, là. OK. Et puis, c'était assez dur, hein, parce que on achetait beaucoup de patates. Puis, fallait les transporter d'une place à l'autre. Au début, on se mettait une poche de 100 livres sur une épaule, puis on partait, puis à 12 ans, là, c'était pesant. Ça faisait du muscle aussi par la même occasion. Là. Oui, de l'exercice puis du muscle. Là, à un moment donné, on se faisait aider pour se faire charger la poche sur l'épaule. À un moment donné, on se chargeait tout seul. À un moment donné, on s'est dit, hey, on va comme lancer les poches en l'air, on va en prendre 2, on va se glisser en dessous. Une poche par épaule, on partait 200 livres sur les épaules. On apportait ça dans le... tabarouette. Puis ça roulait, mon gars. Ah, t'as dit que c'était pas long. Fait que peut-être tout ça, il y avait du travail manuel, un peu là-dedans, c'est tout ça. Puis ça m'a formé à l'esprit d'équipe, à se sentir, à côtoyer, même si c'était des gens de la famille. On travaillait comme tous pour le même boss, on travaillait tous pour la même boîte. Fait que on donnait tout ce qu'on pouvait. Puis je continuais mes études pendant ce temps-là. Puis je me sentais un petit peu rejeté des fois quand je revenais pour les vacances d'été, là. C'était un petit peu comme l'étranger qui revenait à la maison puis qui était obligé de s'occuper parce que c'est mon frère après tout, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, puis vous aviez plus tout à fait le même style de vie, puis les mêmes amis. Les repères n'étaient plus les mêmes, les amis, ça, c'était plus les mêmes. Mm-hmm. Mais j'étais chanceux parce que
Les TQ dans le voisinage, quand ils me retrouvaient, ils m'ont jamais traité comme un aveugle. On a joué au baseball avec eux autres. Ils me faisaient monter avec une bicyclette sur des planches qui accotaient sur des pierres, puis on sautait là, on jumpait là, on sautait en bas après. L'hiver, on montait sur les garages, puis on sautait dans les bancs de neige. Toutes sortes de mauvais coups qu'on faisait, ça n'avait pas de sens. Je me suis jamais senti aveugle avec eux autres. J'étais comme eux autres. C'était drôle, j'adorais ça. Est-ce que c'était épeurant, par exemple? Non. Parce que les gens, il y en a qui disent, bah, ils voient pas, ils peuvent bien sauter en bas du garage. Oh, ça, c'était les peurs en trip, ça, c'était le mot des parents, mais les jeunes s'en foutaient, eux autres. Les enfants, ça prend 5 à jouer, hein. C'est le job, ça, les enfants. Ils s'amusent. C'est correct. Puis on a pris des risques, puis on n'a pas trop pesé les risques. Hein. Il y a des fois que on aurait pu se casser la gueule solide. Puis il n'y a pas eu trop d'incidents. Il n'y a pas eu trop d'incidents. Bon, ben. Puis à un moment donné, tout le monde, ça en allait dans mon orientation pour la musique. Mais je continuais toujours à lire mes revues en anglais. Puis là, j'étais en piano puis en orgue. Là, j'ai fait, à la fin de mon cours secondaire, j'ai fait 2 ans de conservatoire. Harmonie, fugue, contrepoint, dictée musicale, orgue et piano. Hey, j'avais tout un programme. J'avais 8 heures de clavier par jour. Ah, c'était intense, très intense. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis, à un moment donné, j'ai été appelé par la musique populaire. Même j'étais encore en 11e année, puis j'avais la clé de l'école parce que j'avais des gigs les fins de semaine, des mariages, puis tout ça. Fait que je partais à 5-6 heures de l'après-midi, puis je revenais à 2-3 heures du matin. Comment vous aviez réussi à vous infiltrer dans ce domaine-là? On avait des amis qui avaient un orchestre, puis ils cherchaient un claviériste ou ils cherchaient un organiste. Mais là, c'était des amis que vous vous étiez fait dans votre milieu familial? Non, mais il y avait un handicapé visuel là-dedans. OK. Et puis, son père, il nous voyageait en auto, puis il y avait un trailer, mettre les instruments, puis tout. Fait qu'on était bien, puis on avait du fun. Donc, j'ai commencé au piano, avec une guitare puis une basse. Après ça, un piano, 2 guitares, une basse. Et puis, mais le piano, là, il se fait enterrer. Fait que là, j'ai eu un accordéon électrique, puis un orgue après. L'orchestre a marché quand même quelques années. On a eu bien du plaisir avec ça. Ben oui, puis beaucoup de différents instruments. Puis ouais, puis on fait des clubs, des spectacles. On a eu vraiment, on a voyagé beaucoup dans le Québec avec ça. C'était bien agréable. Puis à un moment donné, j'ai rencontré, parce que je m'en vais chez nous dans le temps des fêtes, puis j'ai mon billet d'autobus dans la poche. Je laisse le portefeuille à la maison. Je m'en vais en taxi au terminus de l'Est, ça pressait. J'arrive au terminus, j'arrive payer mon taxi, je dis au gars, bateau. J'ai oublié mon portefeuille. J'ai dit, donne-moi ta carte. J'ai dit, tu restes-tu en ville? Il dit, oui. Il dit, Delormier puis Rosemont. Ah, je dis, m'allez te repayer ça après les fêtes, garantie. Il me donne sa carte, puis il marque le montant dessus. Et puis, je prends mon autobus, je m'en vais chez nous après les fêtes, je retourne. Je débarque d'autobus, je pars de Longueuil, je fais le débarque d'autobus parce que je restais à Longueuil. Je débarque d'autobus au coin de Delormier puis Rosemont, puis il y a une fille qui me demande, avez-vous besoin d'aide? Ben oui, je veux me rendre à telle adresse, il y a un chauffeur de taxi, qu'il faut que j'y paye une course. Fait qu'elle dit, je vais vous conduire, c'est tout près d'ici, d'après le numéro civique, elle dit, c'est pas loin. Je m'amène là, puis on sonne. Quand le gars, il m'a vu arriver, il pensait que je venais quitter. Il dit, non, on m'en vient vous payer votre voyage. Ah, il dit, c'est vous, ça? Ben oui, c'est moi. Fait que là, j'ai payé son voyage, j'étais bien content. Quand on a eu fini de jaser, je ressors de là. Elle dit, qu'est-ce que vous veniez faire dans le bout à part de ça? Ben, je vous dis rien de spécial, je venais juste payer mon taxi, puis on retourne chez nous. Ben, elle dit, vous faites de la musique? J'ai dit, oui, parce que c'était à peu près évident qu'à peu près tous les amis qui faisaient de la musique dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai que c'était souvent ça. Elle dit, écoute, moi, là, on tourne, à place de traverser de Rosemont, là, on tourne à gauche, là, à peu près à 150 pieds du coin, là, je travaille à un bar. Elle dit, je suis vestiaire. OK. Vestiaire. Mon boss se cherche un musicien. Ben, c'était pas sérieux. Ben oui. Je vais voir le boss, je jase avec, on prend une bière, 2 bières.
Ben ouais, mais j'ai pas mon orgue, je peux pas te donner d'audition. Faire une démonstration. Il dit, je veux pas d'audition. Il dit, je veux que tu rentres ici de vendredi soir, puis samedi soir, t'es engagé. Oh là là, OK. Ça a pas été long. Ça a pas niaisé avec le POC, comme on Non, dit? ça a pas niaisé, fait que j'ai fait déménager mon orgue de l'Assomption, parce que les gars qui avaient mon orgue, ou ce qu'on avait nos pratiques, c'était à l'Assomption. J'ai fait déménager mon orgue à Montréal. Je l'ai amené au club, j'ai commencé à jouer là. Pendant plusieurs mois. Puis c'est drôle, la fille, je la revoyais souvent. Puis la barmaid, elle disait tout le temps, c'est drôle, hein? Elle dit, je te vois, cette fille-là. Oh. Elle dit, dans 2-3 mois, au mois de mai, plus tard, vous allez rester ensemble. Et je l'appelais ma sorcière. Puis elle disait la même chose à Monique. Elle disait, lui, là, ça te ferait un maudit bon mari. Ah oui, mais il est aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ça a été ça, sa première réaction? Oui. OK. Puis encore bien pire que ça, moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une grosse toutoune? Parce que Monique est assez en chair, merci. Puis Monique, elle a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un coque-l'œil? C'était-tu assez dru, assez direct? Ben oui, puis ça prouve que les préjugés, ça va dans les deux sens ça va aussi. dans les deux sens, c'est ça qui est drôle. Puis en plus que vous vous étiez tellement rencontrés par hasard que ça aurait été aussi dommage qu'il se passe rien, après tout ça. Puis effectivement, il s'est passé quelque chose. Ça a duré 50 ans. Hey, c'est pas rien. C'est elle qui est morte le 28 novembre l'année passée. Ouais, un dur coup quand même. Tu sais, moi, je me suis dit, moi, à l'école, j'étais premier de classe, j'étudiais quasiment jamais, je dormais bon écho. J'étais un maudit parachute flambeau d'intelligence, c'est pas de ma faute. Puis, la vie m'a gâté. Et puis, elle m'a fait rencontrer ma femme. Là, j'ai eu un offre pour retourner à Winnipeg dans les années 70, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà parlé de ça, qu'il y avait des cours d'ordinateur qui se donnaient à Winnipeg. Ben oui, parce que l'ordinateur, à cette époque-là, c'était pas... Ça se développait, là. Ça se développait, c'était loin d'être comme... Mais il y avait déjà des cours. Il n'y avait pas de braille, hein, c'était toutes des tapes, des rouleaux de 7 pouces, là, à 1 pouce et demi, sur une enregistreuse Tony TC105 ou je sais plus quoi, là. En tout cas, OK, c'était tous des enregistrements. Tous des avait enregistrements en anglais. Le gars, il nous décrivait toutes les lignes d'un programme. Pourquoi que le programme était fait comme ça. Là, il nous montrait, quand tu fais un programme, faut que tu te fasses une espèce de chart. Faut que tu te fasses une espèce de petite boîte à dessin que il va te dire, ben, si telle chose arrive, tu prends telle décision. Si l'autre chose arrive, tu prends l'autre décision. Comme par exemple, tu arrives au coin de la rue en auto. Bon, la lumière est rouge. Y a-tu une police? Non. Y a-tu des autos qui s'en viennent? Non. Tu pèses dessus, tu passes à rouge. Boum! Tu prends comme t'évalues toutes les situations. T'évalues les situations. En programmation, c'est comme ça que ça marche. OK. Alors, j'ai dit, c'est simple débile, ça, cette affaire-là. Bon, ça m'intéresse, moi, la programmation. Fait que j'ai rentré là-dedans. Je me rappelle, mon bon Jacques Larose avait dit, André, tu vas te casser la gueule en programmation. Qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai dit, oui, mais j'ai dit, en musique, m'a resté saltimbanque, m'envoie des enfants, puis j'ai dit, les enfants, ma femme, elle va quasiment être obligée de les attacher parce que je travaille tard la nuit, puis qu'il faut que je dorme un peu le matin. Moi, j'aime bien avoir une job steady. Fait que... Mais juste une petite question peut-être, parce que là, on comprend que, bon, votre femme, la dame dont vous nous parliez tantôt, ça a été votre femme. Oui. Mais c'est quoi qui a fait que, finalement, vous avez décidé d'essayer? Ben, moi, j'ai jamais voulu me marier de suite. Okay. J'ai dit, écoute, peut-être le coup de foudre, là, la petite, là, mais j'ai dit, moi, là, je suis handicapé visuel, puis pour toi, une femme qui connaît pas c'est quoi, ben, écoute, ben, je veux pas te rendre esclave de moi. Fait que, on va vivre ensemble un petit bout, on va essayer ça. Et puis, si ça marche, ben, on se mariera. Puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Et on s'est mariés 3 ans et demi plus tard. OK. Ça a été comme un 3 ans et demi. Ben, on a fait un road test. Oui, ben oui. Puis ça a jamais cessé, mais ma femme, dès qu'elle a eu le premier enfant, elle a failli rester sur la table, la table d'accouchement. Là, ils m'ont dit, ben écoute, si t'es pour partir un autre enfant, ben là, tu vas peut-être avoir l'enfant, mais la femme va mourir. OK. Fait que j'ai pris les moyens pour plus avoir d'enfant.
Et puis, on a continué notre vie. Il y en a qui nous ont... Pourquoi tu t'adoptes pas? Non. Moi, je voulais des enfants de elle et moi. La nature m'a enlevé ça. Je n'ai pas envie de n'adopter d'autres. Non. On va vivre ensemble, on va faire du social. On va faire du bénévolat, on va travailler pour le CCA, Club Ville-Marie, puis le Club Saint-Laurent. En fait, vous avez tout connu ça, ces clubs-là? Oui, j'ai baroudé là-dedans. J'ai été aussi sur le conseil d'administration de Quebec Library Division du CNIB. OK, oui. J'étais là-dessus, j'étais même traducteur, parce que je parlais pas mal bien anglais, puis on arrivait à des assemblées en anglais. Puis les assemblées en anglais, là, ça roule, ça va rondement. Fait qu'il fallait que je traduise pour tout le monde, puis ça pinait, là. C'était vraiment un rythme assez rapide, merci. Et là, les résolutions, ils se passent quasiment en criant en ciseaux. Comment est-ce qu'ils font, les Anglais? Ils s'engueulent pas, ils chicanent pas, ils sont donc bien plates, ces Anglais-là. Puis moi, ben écoute, j'ai dit, moi, je juge pas, moi, je comprends pas, moi, je fais juste vous traduire ce que j'entends. Ça, puis on a eu bien du fun. Puis j'étais sur le conseil d'administration pendant un bout de temps, peut-être 3-4 ans. Puis après ça, ben, j'ai lâché de là. J'ai débarqué de ça pour... Puis, dans le même temps, parce que des fois, on court plusieurs lièvres à la fois, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait pour Betacom. Je sais pas si tu t'entends pas de... Ben oui, parce que j'ai repensé à ça, là, suite à notre discussion, quand j'avais le Versabraille, là, c'était Betacom, je pense, qui dans le temps, qui gérait ça, qui importait ça de Télécentury, système. Et puis, là, les gens de l'INLB faisaient une espèce de contentieux ou une espèce de caucus. Tous les petits problèmes qu'on trouvait dans le VB, on mettait ça sur une liste puis on leur envoyait ça. Puis là, un moment donné, on se rend compte, il y a un, je sais pas si c'est un congrès qu'il y avait à Montréal, le CSUN, ou je sais plus trop quoi, je me rappelle plus le nom du congrès. Puis, là, moi, je rencontre Gilles Pépin, puis Jean-Marie Damour, puis toute la gang. Et là, on parlait de technique, puis tout ça. Et là, les gars, ils voulaient parler en anglais qu'eux autres, mais ils parlaient pas assez bien l'anglais. Fait que là, moi, j'étais là, je faisais la traduction. Encore une fois. Encore. J'adorais ça, j'avais du fun. Puis là, ben, un moment donné, quand Peter Murrill, de Betacom, il a vu que je parlais bien l'anglais, puis tout ça, ben, il dit, André, il dit, ça te tenterait-tu de travailler pour nous autres, faire du support technique? Ben, pourquoi pas? En sideline, là? Oui, en sideline. Puis il dit, on a des projets à développer, là, m'a donné ma carte de crédit, puis il t'appellera en Californie, il t'appellera partout ce que tu as besoin pour développer les projets. Tu mets ça sur ma carte, pas de problème. C'est là, moi, j'étais un des premiers. On avait CompuServe dans le temps des années 91. On s'envoyait des fichiers avec Lynx, c'était un langage de Linux, là. Mm-hmm. Alors, on s'envoyait des fichiers là-dessus, puis on testait. Là, je compilais. Il y avait des traducteurs du français à l'anglais, de l'anglais au français. Quand j'avais fini de les compiler sans erreur, je leur retournais le fichier par la voie inverse. Puis, ça allait bien. Je faisais du support technique, et puis je m'intéressais beaucoup à tous les développements technologiques qui se passaient pour les aveugles, puis tout ça, puis j'adorais ça. Puis en plus parce que j'étais en train d'oublier que quand je suis revenu de mon cours de Winnipeg en 71, ben, je me suis cherché une job pendant 3 ans. Jusqu'à temps que je rentre pour la Sûreté du Québec en 74. C'est pour ça que vous parliez d'un sideline, là. Oui, c'était la Sûreté, c'était mon travail. Votre travail principal. Et puis, quand j'ai commencé, j'ai ri parce qu'en Sûreté, il disait qu'il était un organisme très accessible. Oui. Les gens, ils travaillaient 6 mois puis ils étaient permanents. Ben, on était 2 handicapés. Il y avait moi comme handicapé visuel, puis il y avait mon ami Georges qui avait eu la poliomyélite, puis il avait été handicapé d'une jambe. Puis les deux, ils nous ont fait poireauter pendant 24 mois avant de nous donner notre permanence. OK. Quand un nouveau directeur, il arrive tout pimpant puis dit qu'il est accessible, moi puis Georges, on est assis à peu près à 30 pieds de distance l'un et l'autre. On se parle pas, là. On se lève tous les deux. Oups! Là, le directeur, il dit, je pense qu'il y a des objections. Fait que là, moi puis Georges, on a argumenté. On leur a expliqué. Ben, dans ce temps-là, ça fonctionnait de même. Peut-être que
ça a sûrement été amélioré aujourd'hui. Ça doit être beaucoup moins pire. Puis, je ne sais pas si ça a été amélioré ou pas, mais en tout cas. J'ai quand même travaillé 34 ans en sûreté comme programmeur. Mais les 2 premières années, là, j'avais l'immense salaire de 6 000 $ par année. Tu vas pas bien vivre loin avec ça. Quand même, là. Fait que je faisais de la musique les fins de semaine. Ah, OK. Je faisais des shows, puis ça y allait. Puis des fois, je travaillais du mercredi au dimanche soir. Hey, tu travailles 5 soirs et nuits, puis tu travailles du lundi au vendredi en programmation. Je veux dire, l'affaire, faut être jeune puis un peu fou pour faire ça. Et ouais, il reste plus grand temps, là. Tu faisais le double, là, tu sais. On avait quasiment plus le temps de se coller, ma femme puis moi, là. Mais la madame, elle acceptait ça aussi, là. C'était... Ah oui. Ma femme a dit, mon mari, il a du cœur, puis il travaille, puis elle était contente. Parce que pour rentrer à la sûreté, vous avez dit que ça a pris 3 ans pour vous trouver... Entre 2011, 71 et 74, j'ai vécu sur la musique. OK. Puis là, pour rentrer à la sûreté, est-ce que ça a été... Parce que la sûreté, c'est pas rien non plus, là. C'est pas... c'est pas la petite entreprise du coin de la rue, là. Non, j'étais chanceux parce que un policier que je connaissais, parce que j'ai étudié à radioamateur, ça c'est un autre de mes hobbies. Les radioamateurs, l'électronique, les lois, les règlements, le code Morse, Alouette, tous ces trucs-là. Puis lui ici, il étudiait pour apprendre le radioamateur. C'est un gars de Joliette, un policier, il dit, écoute, je travaille à la sûreté, moi, puis je connais bien, il dit le gars qui engage au service informatique, ils sont en train de développer ça, là, les ordinateurs à la sûreté. Il dit, je vais y envoyer un mot, puis il dit, il va rentrer en contact avec toi. Il m'a appelé, puis il m'a donné rendez-vous. J'ai été évalué. Puis ils m'ont dit, ben oui, il y a un profil qui est peut-être possible. Puis comme pour me mettre au défi, ben quand j'ai été engagé, ils m'ont dit, pour un non-voyant, là, on va te faire un programme d'impression. De tous les districts, les sections, les divisions, les sous-divisions, okay. Avec des bris de pages dans toutes sortes de conditions bizarres. Le programme générait 4800 pages. C'est un monstre. Ben oui, là, franchement. Il y avait, je pense qu'il y avait 5500 cartes. Dans le temps, c'était des cartes de punch, hein. Ouais. Des cartes avec des trous dedans, là, des petits oui. trous, là. Puis moi, ben, j'avais développé un truc quand j'avais été à Winnipeg. Parce que le COBOL obligeait qu'on ait nos numéros de séquence au début de la carte. Les 6 premiers caractères, c'était des chiffres. Et ces chiffres-là déterminaient quelle carte qui allait avant telle autre. Fait que si j'avais 5 0 puis un 5, puis après ça, j'avais 4 0 puis 1 0, ben c'est sûr que le 5 allait avant le 10, puis ainsi de suite. Mm-hmm. En lisant mes punchs, j'étais capable de classer mes cartes. Je mettais ça dans le lecteur de cartes, puis l'ordinateur, il gobait ça, il traitait ma commande, il traitait ma petite job, puis il m'envoyait le résultat sur le papier. Puis là, je faisais lire ça par un ami, un voisin, n'importe qui. Puis je voyais si ça va fonctionner ou pas. J'ai commencé de même. Puis après ça, j'ai eu l'Optacom quand j'ai rentré au bureau. Ben oui, ça aussi, Ça a été un aide extraordinaire. Parce que mon boss m'avait fait, imagine-toi, un programme. Ben non, c'est moi qui avais écrit le programme, mais j'écrivais en braille avec une imprimante standard sur du papier 4 copies. Ce que ça faisait, c'est que les 4 copies servaient de coussin. Puis moi, je pense que c'était des virgules que je prenais comme point. Puis à chaque fois que j'écrivais une ligne, je la réimprimais 3-4 fois. Fait que ça réimprimait tout le temps à la même place. Ça faisait des beaux points. OK. Mais quand il avait fini d'imprimer ça, il mettait ça dans ce qu'on appelle le decollator. C'était un appareil qui dételait, parce que c'était des choses à bretelles, là. Alors, il dételait les feuilles et les carbones et les photocopies et les carbocopies. Il me donnait juste la première feuille qui contenait mon beau braille, bien embossé. Les beaux points, là. Les plus beaux J'ai points. marché là-dessus pendant quasiment 3 ans. Ah ouais. Hey, c'est quand même... Quand l'Optacom est arrivé, là, j'ai dit à mon boss, bye bye braille, sur l'ordinateur. Il dit, si tu savais comment ça consommait d'énergie, ce truc. Mais il dit, moi, j'ai toujours été
pour que tu puisses gagner ta vie comme tout le monde. Puis il dit, toutes les ressources que je pouvais te donner, je te les ai données, puis il dit, c'est pas demain que ça va arrêter. Moi, je continue à t'aider. Mais forcément, la technologie s'améliorait, puis... Quand l'Optacon est arrivé, ça a été un cadeau pour tout le monde, le service. Même, j'utilisais quand on a commencé à avoir des terminaux avec des écrans cathodiques, j'avais même une caméra adaptée pour l'écran. Je travaillais sur le terminal et j'écrivais mes programmes moi-même dans l'ordi sur l'écran. Hey, c'était fantastique. J'ai évolué beaucoup là-dedans. Puis, c'est là qu'est arrivé le P1, P1B, P1C, P1D, puis après ça, le VB2, toutes les affaires de versebrae. Puis je me tenais au courant pas mal de tout ça, puis c'est là qu'on en arrive à mon congrès que je parlais tantôt. Mm-hmm. Là, je rencontre la gang, puis là, le boss de Betacom m'engage, je fais du support technique pendant plusieurs années qu'eux autres. Et parallèlement à ça, il y a Gilles Pepin qui a décidé de continuer ses cours d'administration, puis tout, puis il a fondé Visuaide. Hey, ça, là. OK, c'est comme ça que... C'est extraordinaire. Moi, là, j'ai vu développer ce gars-là, là, il m'a tellement impressionné, Gilles Pepin, là. J'ai pas de contact avec lui, rien, là. Mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît, puis par personne interposée, on se parle de lui des fois. Puis c'est un gars qui est vraiment une bonne tête, puis un bon travaillant, puis un gars qui se soucie de faire marcher Visuaide, qui a changé de nom pour Humanware après. Oui. J'ai tout suivi ça, moi, cette évolution-là. Ben oui, mais ça a été une évolution importante. Betacom a continué de rouler en parallèle avec ça parce que il y avait des contrats fulgurants de 10 ans chez les télévisionneuses que Richard Williams était obligé d'entretenir. Pauvre Richard. Oh. Betacom, là, il a survécu sur ses épaules à Richard pendant des années. Il y avait pas rien que Richard, là. Il y avait d'autres personnes qui ont transféré pour Humanware après. Mais, tout ça, ce monde-là, ça s'est tenu, là, techniquement. Je les ai plus ou moins laissés après ça. Puis, rendu en 2008. Pour être exact, le 6 mai 2008, je prends ma retraite. Puis, mon amie Francine de Humanware, elle m'appelle, elle dit, André, elle dit, ça te tenterait-tu de travailler pour nous autres? Puis, on a besoin de techniciens support technique. OK. J'ai dit, écoute, j'étais en train de transporter, j'étais en train de déménager mes affaires dans l'auto pour ramener toutes mes choses de mon travail, les livres, puis tout ce que j'avais pour mon travail à la maison. Ma femme était en bas avec la voiture. J'ai dit, écoute, on va en parler. J'ai dit, je suis en train de faire un petit déménagement, là, puis j'ai dit, je rentre à la maison. Elle dit, écoute, je t'appelle ici en fin de journée. Elle dit, je vais te faire signer un contrat. Oh. Ah oui, puis j'ai signé le contrat. J'ai adoré, je travaillais pour Humanware en support technique, en télétravail, s'il vous plaît. Ah oui? Oui, monsieur, ça, là, c'était le bonheur. J'étais chez nous avec ma douce. Puis, la beauté du truc là-dedans, heureux d'être retraité, moi, j'aime tellement ça, rien faire d'abord, tu sais. Ça paraît. Puis, là, le fun, c'est que je rentrais à 9h30 le matin sur le réseau. La beauté, c'est un réseau, tu peux te connecter puis te déconnecter tant que tu veux. À midi, je me dépluguais. J'allais manger parce que ma belle-mère, sa maison était due pour être rénovée parce qu'elle s'est en allée dans une maison pour personnes âgées. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On a déménagé, nous autres, dans la même maison de personnes âgées, pas dans le même appartement, par exemple. Non, je l'aime bien, ma belle-mère, là, mais pas à ce point-là. Alors, j'étais d'un bout de l'aile, puis elle était à l'autre bout. Quand elle avait besoin d'aide, une fois, elle avait tombé à terre 2-3 fois, j'étais allé l'aider à se relever puis la remettre dans sa chaise. Puis, à un moment donné, ça allait bien, puis je travaillais. Le dîner là-bas, ça commençait à midi, puis ça finissait à 1h30. OK. Comme c'était un réseau que je me connecte, puis je me déconnecte quand je veux, comme je prenais 1h30 pour dîner, ça dérange à qui, ça? Personne. Fait que moi, je recommençais à 1h30, mais je travaillais jusqu'à 6h30 le soir. Fait que vous faisiez votre horaire... Oui, mais les gens de l'Ouest adoraient. Parce qu'à 6h30, les autres, il est 3h30. C'est ça donnait plus de temps pour... Hey, il y a encore quelqu'un au service, il était tout content au support technique.
Fait que c'était un atout encore de plus pour moi. Mais tu sais, malheureusement, la crise économique de 2008-2009, tu te rappelles? Oui. Premier arrivé, je veux dire, dernier engagé, dernier... Premier sorti. Premier sorti, c'est ça. J'ai quand même travaillé 10 mois pour cette compagnie-là. J'ai adoré ça, mais tu sais pas comment. Puis quand j'entendais parler Simon, quand j'écoutais son entrevue, j'ai trouvé ça bien correct. Pas t'es plus âgé que lui, là, mais j'étais tellement content de travailler pour eux autres. Et là, j'ai dit, bon, ok, là, je vais jouer de ma retraite. Puis là, ma femme puis moi, on faisait des projets de cuisine. On faisait la cuisine ensemble. Chacun sa spécialité. Moi, je faisais mon bout. Elle faisait son bout. On assemblait tout ça. Puis on empotait ça, mettait ça au congélateur. Puis on faisait des parties. C'était là. Puis j'ai joué en cours de la musique, un petit bout. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de commencer à prendre ça plus aisé. Là, c'est ça, parce que si on revient un peu au moment où ce que vous faisiez de la musique de 4 soirs semaine, 4 nuits même, si on peut dire ça comme ça, travailler le jour... Même si c'était 5 soirs, parce que c'était du mercredi au dimanche inclusivement. Ouais, oh mon Dieu, ok, ouais. Et c'était dur, ça. Oh my. Alors, des fois, l'heure du midi, là, au lieu d'aller, j'aimais ça aller prendre une marche le midi. Des fois, à l'heure du midi, je m'accotais sur mon bureau, puis je partais. Je connais des clous, puis je partais. Puis, après ça, coudonc, ça. Mais quand j'ai eu ma permanence, là, j'ai pu avoir un salaire plus décent, puis le syndicat m'a pris en main, puis tout allait bien, puis j'avais plus de problème. Ce que j'aimais de la sûreté, c'est que le boss aimait moins ça, lui. Et quand il y avait un gars qui avait des problèmes, il y avait toujours un petit attroupement autour de son bureau. 4-5 gars, ça jasait. Non, faut que tu fasses ça comme ça, parce que si tu le fais de l'autre manière, il va arriver telle chose, là, puis là, ça va tourner en rond, là, puis le programme va sauter, là. Bon, faut pas que tu fasses ça de même. Puis là, on se donnait des conseils, des tips, on s'encourageait. Là, les boss, ils disaient, mon boss, il venait, hey, qu'est-ce que vous faites là, vous autres, les placoteux, là? Vous dérangez tout le monde. Ben oui, puis tu prenais une salle de conférence. On peut pas, ils sont tous bouqués. Il y allait, ouais, puis c'était vrai, c'était tout bouqué. Là, parlez moins fort, les gars, parlez moins fort, s'il vous plaît. Puis, moi, ce que j'ai réalisé, avec ces petits attroupements-là, j'ai réalisé que je pouvais me faire aider autant qu'aider un autre. Que c'était pas toujours comme... C'était pas toujours moi qui me faisais aider. Parce que l'expérience que j'avais dans telle et telle partie du système que d'autres connaissaient pas, je pouvais l'enseigner à d'autres. Puis toutes des voyants, parce qu'il y avait rien que moi d'aveugle que c'est ça, mais au moins vous aviez l'impression, vous aussi, que vous étiez capable d'aider, puis utile, puis tout ça. Là où je te dis que la vie encore c'est un mot du chanceux de la vie m'a bien traité. J'ai jamais été perçu comme un aveugle là-bas, j'ai été perçu comme un programmeur qui travaille pour la même boîte, au même titre que les autres. Ça, là, dans l'esprit d'équipe, là, c'est tellement stimulant, là. Ma femme, elle me regardait de me lever le matin. Regarde-les avec son sourire d'en face, la banane. Ah, mon espèce, toi. Elle dit, tu me fais mourir de rire. Elle dit, quand je te regarde aller travailler, t'es tout content. Ben oui, certain, je suis content. Puis dans la musique, j'imagine que c'est un peu la même chose, parce que vous êtes capable de jouer, puis vous êtes capable d'animer, puis vous êtes capable de... Oui. Puis dans la musique, c'était le même truc. On a perdu notre chanteuse, d'autres qui était la femme du guitariste, puis on l'a remplacée par une autre fille. Elle avait l'air un peu stock-up, un peu bête, un peu, bizarre. Là, à un moment donné, là, elle a échappé le mot que je voulais pas entendre. Bon, on s'en va travailler, là, la gang, là. Non. J'ai dit, on s'en va pas travailler. J'ai dit, là, t'es à côté de la plaque, mais ma fille, complètement. On est ici pour entretenir, pour entertain them, pour donner du plaisir aux gens. On n'est pas ici pour travailler, nous autres. On est des bouffons, on est des party men. Puis, si tu te mets pas ça dans la tête, là, ta carrière de chanteuse, là, elle ira pas loin. Là, j'ai envoyé ça devant toute la gang. Là, les gars, ils m'ont tout applaudi. Ah ouais, fille, on s'en va s'amuser. Come on, upstage. Puis là, est-ce qu'elle a changé un peu d'attitude? Elle a changé d'attitude, mais l'orchestre, ça tirait de la patte pas mal. Puis, il y a eu toutes sortes il y a des changements de musiciens qui sont arrivés. Puis,
un moment donné, ça a tombé, mais on a eu 2 ans de bonheur avec ce groupe-là, ça n'a pas de bon sens qu'on a eu. On a eu du bon temps. On avait un bel hôtel, tout en bois, un acoustique extraordinaire. 350 personnes dans cet hôtel-là, 11 portes autour de l'hôtel. Tu t'imagines comment c'était grand? Oh là là, OK. C'était immense, là. Puis tout en bois, les haut-parleurs accrochés au plafond, au-dessus du plancher de danse. Hey, c'était toute une affaire. Et des lumières, des strobes, toutes sortes d'affaires. C'était fou, prêt. Le DJ, il dit, hey, ma maudite gang de pas bon, vous m'avez toutes défaites mon prochain set, toutes les tunes que je voulais jouer, vous les avez jouées à ma place. Et qu'on a eu du plaisir à jouer là, ça n'a pas de sens. Il y a quand même pire comme problème que ça, là. Moi, écoutez le discours, je raffole pas de ça. OK. Mais dans pianoter puis dans pitonner ces synthétiseurs, là, sacrableu, c'est amusant. Il y a de la pitonnite là-dedans, mon ami. Oh boy, oh boy. Puis, parce que, il n'y a pas toujours des presets, ces synthés. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas. Fait qu'il fallait que tu pitonnes vite. Puis qu'il disait, on joue telle tune. J'avais peut-être 5 secondes pour m'aligner, clic, placer mes boutons, pour que je rentre avec les bons jeux, les bonnes tonalités, les bons effets sonores. J'avais à peu près 550 secondes pour me placer. Là. Ah ouais, c'est pas long, là, quand même. J'avais 5 claviers. J'avais mes deux claviers d'orgue. J'avais une clavinette sur le dessus. Puis j'avais un piano électronique à côté. Puis un synthé en dessous. Fait que j'avais 5 claviers. C'était super jouer dans ce groupe-là. On a eu beaucoup de plaisir dans ces années-là. Puis comment c'était avec bon, j'imagine, les patrons, ils vous engageaient, il n'y avait pas trop de problèmes. Le public, est-ce qu'ils trouvaient ça, est-ce qu'ils venaient vous voir? Est-ce qu'ils vous parlaient? Comment qu'ils nous parlaient? On était obligé de courir quand on finissait de jouer, les filles nous poignaient les fesses. Je te jure. Tu sais, c'était du monde un petit peu sauté, si tu veux, là, mais ils faisaient ça pour rire, c'est certain. Puis nous autres, on faisait semblant de jouer aux vierges offensées, puis on se sauvait en courant. C'était drôle. C'était party. Ah ouais, puis quand la chanteuse arrivait sur le stage, le Mado, quand elle arrivait, là, deuxième set à 10 heures, là, le monde commençait à danser. Tu sentais le plancher, c'était tout en bois. Hein. Tu sentais la vibration des gens qui dansaient. Là. C'était extraordinaire. Oui, il y avait comme, vous le sentiez. Ah oui, on sentait la vibration du monde. Là. C'était vraiment quelque chose. Peut-être ça, les autres, ils portaient pas attention à ça, mais vous, en voyant pas, c'était comme eux autres, ils avaient jamais vraiment remarqué ça, mais quand je leur ai fait remarquer... Ils ont porté attention. Ils ont porté attention, sais-tu, André, c'est vrai, hein? Ça vibre un petit peu quand il y a bien du monde sur le plancher, là. On n'avait jamais remarqué ça. Je pensais que c'était... Mon joueur de basse, il dit, je pensais que c'était ma basse qui faisait vibrer mes pattes de culotte, mais il n'y a pas rien que la basse qui faisait vibrer. Le plancher aussi, il vibrait. Ah oui, c'est-à-dire que c'était des bonnes années. On a eu bien du plaisir dans ce temps-là. J'en ai fait pas mal après tout seul aussi, ou avec un joueur de sax, de la brasserie, tout ça d'affaires. Oui, ça allait dans plusieurs... écoute, la brasserie tout seul, même j'en ai fait. J'ai remplacé un de mes chums. J'ai joué sur son dog, il était parti 3 semaines en Floride. Fait que, tu sais qu'un organisme qui laisse un autre gars jouer sur ses instruments, parce que si tu fais des fausses manœuvres, des fois, moi j'ai déjà... Il y a quelqu'un qui m'a déjà pété un haut-parleur parce qu'il a voulu jouer avec mes instruments, puis... c'est un mauvais problème de calibration, je sais pas trop. Peut-être un problème de vieillissement aussi. On est obligé de changer un haut-parleur. Ça va coûter pas mal cher. Mais c'est des choses, c'est des accidents qui peuvent arriver, hein, comme en auto. T'accroches le silencieux, ben là, t'es dans le trou. Faut aller au garage. Bon, ben la musique, c'est un peu pareil. Quand il y a quelque chose qui brise, ben faut le faire réparer. Mais quand on laisse ses instruments à d'autres, c'est comme un peu une marque de confiance. Grosse marque de confiance. Oui. Ben, il dit, André, je laisserai pas n'importe qui. J'ai dit, si t'étais pas disponible, il dit, je sortais tout mon stock de là. Tout simplement. Vu que tu étais capable de prendre la job, c'était correct. Il vous a laissé faire. Il m'a laissé faire. J'ai travaillé le jeudi puis le vendredi, là. C'était pas une grosse job. Mais c'était plaisant. Surtout la brasserie, ça finissait à minuit. C'est encore mieux, parce que les trips, ça finissait à 2 heures. Puis même 3 heures, souvent. Ben oui. Fait que, quand il me dit, c'est une brasserie. Ah, oui! On finit à minuit, oui.
Puis des fois, quand il n'y avait pas de monde, des fois, à 10h30, 11h moins quart, ils nous mettaient dehors. Ah, allez-vous-en chez vous. Puis là, ils coupaient pas le salaire. Ah bon. C'était encore mieux. Moi, ce que je trouve incroyable, en tout cas depuis le début de notre discussion, c'est tous les passages que vous avez fait à travers toutes les technologies. L'informatique, c'est quelque chose qui vous a intéressé depuis depuis très longtemps. Est-ce que, à un moment donné, vous avez trouvé que ça allait trop vite, que c'était trop compliqué? Est-ce que vous avez eu comme des petits découragements à un moment donné ou si ça a toujours été quand même assez constant? J'en ai eu des petites périodes. Un moment donné, je me suis fait aider par un confrère de travail parce que il y a des problèmes familiaux, de la mortalité, puis ça m'avait pas mal affecté. Puis on était pris d'une période de temps supplémentaire, puis j'avais de quoi qui marchait pas dans mes programmes, puis c'était majeur, là. Il fallait que ça sorte en production telle date, puis on approchait de la date. Quand tu approches de la date butoir, là, d'un échéancier, c'est toujours énervant, c'est toujours inquiétant. Puis là, le stress, c'était après me gagner, je dormais quasiment plus, puis non, là, ça allait pas. Moi, j'ai passé une période un peu difficile dans le travail, puis peut-être plus qu'une. Parce que ça, vous me parlez d'une période où c'était comme votre vie personnelle qui allait moins bien. Mais admettons qu'on prend l'exemple de la non-voyance. Est-ce que vous trouviez que la technologie adaptée, ça suivait assez vite pour répondre à vos besoins ou des fois vous trouviez... Écoute, j'aurais toujours voulu que ça y aille plus vite, que ça soit mieux, que ça soit plus concis, moins aléatoire, moins ésotérique, plus fiable. Je me demande si c'est pas un petit peu pour ça que je me suis tellement intéressé, parce que moi, écoute, à 4-5 ans, je voulais savoir comment un tracteur fonctionnait, puis un camion. J'ai toujours été curieux, fouineux. Fait que, c'est pour ça que, quand j'ai rentré dans le support technique puis tout ça, si on veut supporter les gens, il faut connaître comment les appareils fonctionnent, comment ils gèrent leur information, qu'est-ce qu'ils font avec, où ils la stockent, comment ils la stockent. Tu sais, c'est des choses qui me fascinent, tout ça, moi. Les ordinateurs, c'est la même chose. Que ce soit Braille Touch Plus ou peu importe. C'est toujours des choses qui me font triper. La technologie, moi, là, même encore aujourd'hui, là, j'ai encore la fougue de Simon. J'écoutais Simon l'autre jour, là. Il me faisait rire. C'est comme si je me reconnaissais un petit peu en lui, là, la curiosité, la fébrilité quand tu as quelque chose de nouveau. Tu veux l'apprendre, le découvrir, puis l'assimiler vite pour passer à autre chose. Ben, Simon, je pense que c'est mon ami le plus... je l'appelle, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Qu'est-ce que je l'ai essayé, ou je vais l'essayer, ou tu sais, puis il a comme peur de rien. Mm-hmm. Et c'est pas ça qui va l'arrêter. Puis changer de téléphone, c'est pas une crainte là. Non, moi non plus, j'ai jamais été une crainte de changer de téléphone. Veux-tu me dire quand j'ai changé mes téléphones, ma femme était plus inquiète que moi? Comment est-ce que tu vas faire? C'est tout nouveau. Puis tu vas te retrouver tes affaires. Puis... Ben oui, tout est en nuage à ce temps. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, ça fait que non, c'était pas... Non, ça n'a jamais été un problème. Moi. Il n'y avait pas comme une période où vous disiez, bon, je serais plus capable d'appeler, je serais plus capable de faire les appels. Puis, Ben, au début, là, des années 2011-2012, là, quand j'ai changé mon premier téléphone, là, tu mettais les deux téléphones l'un à côté de l'autre, là, puis tu vas faire un backup d'un téléphone à l'autre. Ça avait marché, ça, déjà. C'était long, voyons. Bah, c'est simple que c'était long. Puis après ça, je l'ai fait par iTunes. Après, j'ai dit, hey, c'est bien trop long, ça. D'un téléphone à l'autre, ça finit plus. Je me suis connecté sur iTunes. J'ai dit, hey, j'ai un backup de ce téléphone-là, moi. J'ai dit, je vais aller chez le backup. Je vais rentrer dans le nouveau. Puis ça a fonctionné. Puis, les derniers téléphones que j'ai changés, je pense que c'était en 2016. Ben, c'était en nuage. C'est encore mieux. Oui, ça, c'est quand même là. C'est toute qu'une amélioration, ça aussi, là. Ben, les nuages, dans le fond, c'est rien qu'un serveur, mais à un moment donné, on a toujours l'inquiétude que si jamais ça pète, je sais pas comment ça va finir. Ouais. C'est comme le nouveau service de Vidéotron, là. LX, là. Oui, vous êtes là-dessus? Non. Non? Non, je veux utiliser mon vieux recorder à corde. Parce que
Le jour où l'Internet marche pas, là, tu peux même pas écouter les émissions que tu as enregistrées parce qu'ils sont pas enregistrées chez vous, les émissions. Ils sont dans le nuage. C'est ça, tout est dans le nuage. Fait que si l'Internet plante, t'as pas de télé. Bye bye. C'est tout. Il y a un petit recul là-dessus, là. Je sais que ça va arriver, là, je vais faire le saut un jour. Mais il me semble que ça me retarde un peu, ça. Puis mon enregistreur va bien. Fait que, Ben, ça, je veux pas être pessimiste, mais mon enregistreur a déjà mal été, puis ça a été un petit peu le drame aussi, là, Mais s'il y avait prévu dans les ingénieurs ingénieux, comme je les appelle, là, tout le système LX tel qu'il est, mais avec en option un enregistreur maison que tu peux télécharger jusqu'à dans le nuage dans ton appareil à toi. Puis là, ben, à ce moment-là, si jamais il n'y a plus d'Internet, eux autres te disent que ça n'arrivera jamais, mais on ne sait jamais. Non, faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Ben, qu'au moins, si l'Internet flanchait pour n'importe quelle raison, ben, tu portes ton enregistreur puis tu regardes tes programmes. Pareil. Puis, vous avez fait aussi de la radio amateur. On parlait de ça pendant la petite sauvegarde de... Moi, j'ai fait des belles expériences de radio amateur. Hey, écoute, on avait... j'ai commencé par écouter la radio amateur avec des gars qui faisaient des ondes courtes, qui parlaient en Haïti, qui parlaient en République dominicaine, les missionnaires, ces trucs-là. La Croix-Rouge. Ils envoyaient... Hey, les gars, là, par radio amateur, là, ils envoyaient des équipements radio, des batteries, toutes sortes de choses. C'était même pas spoté aux douanes, ça passait tout droit. Parce que c'était pour les frères. OK. C'était pour les religieux, là. OK. Fait que ça passait tout droit. Fait que les gars, ils auraient pu en profiter pour passer d'autres affaires illicites là-dedans. Mais j'ai même participé à un réseau d'urgence que il y a quelqu'un qui avait besoin d'un médicament d'urgence, puis là, j'ai fait des appels pour rejoindre la Croix-Rouge, pour rejoindre les intervenants, pour qu'ils aillent chercher le médicament à l'hôpital, qu'ils mettent ça sur un avion, puis l'envoient à Lima, Pérou. Hey, c'était excitant aussi, j'adorais ça. Dis encore, t'as un hobby avec lequel tu t'amuses, t'as du plaisir, on parle de technique, on parle de nos antennes, de notre puissance d'émission, le nombre de watts qu'on a, puis tout. Mais en même temps, on rend service. C'est encore là toute l'affaire qui motive, tout le temps, de rendre service. Ouais, il y a un côté utile, il y a un côté... Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mm-hmm. Là, vous pouvez plus en faire, parce que bon, vous dites c'est un problème, une question là d'antenne, mais... À Montréal, surtout des antennes. Si j'avais une maison à l'extérieur, mon Dieu, je me ferais montrer une tour, j'en aurais des antennes, puis je pourrais en refaire de la radio, c'est sûr. J'aimerais peut-être ça. Mais pour le moment, comme on vit en ville, avec les Romains, il faut faire comme avec les Romains. Et là, il y a la COVID, évidemment, et ça a été... comment un peu... Est-ce que la COVID, ça vous a beaucoup limité dans vos activités? Est-ce que ça vous a beaucoup pesé sur le moral? Est-ce que... Comment vous... Écoute, les dernières années de vie de ma femme m'ont déjà mis pas mal en confinement. OK. Parce qu'on n'avait plus de voiture, on a vendu notre voiture en 2014. Fait que, puis sa santé allait pas très bien. On faisait tout le temps demander à des amis ou des gens de faire des commissions avec nous autres, puis bon, il y en avait qu'il fallait payer, puis bon, ça c'est pas grave. Mais, tu sais, on sortait en dernier, même, elle allait tellement pas bien, les derniers 6 mois, là, que j'étais à peu près, même, j'ai remis 3 fois mon appointement chez le dentiste parce que j'avais peur de la laisser toute seule. OK. Fait que non, j'étais déjà pas mal... Les derniers 6 mois de sa vie, là, j'étais déjà pas mal confiné. Puis quand elle est partie, il y a des amis généreux qui m'ont invité chez eux, puis on a... Vous étiez bien entouré? J'étais bien entouré quand même, okay. Ça m'a fait du bien. Puis là, au moment où je commence à prendre mon essor, là, rendu... elle est morte le 28 novembre, puis rendu au mois de mars, oui. Ça nous a tombé dessus, ça, là. Ça vous a pas donné un gros répit. J'ai quand même profité du temps de liberté qui m'était offert dans ces mois-là, malgré qu'il y avait de la peine à travers.
Puis, difficulté à dormir aussi, des petites crises d'angoisse, des sanglots, puis un paquet de trucs, là. Bon, faut vivre avec ça. Mais les émotions, moi, je les repousse pas, je les vis. Quand j'ai envie de chialer, j'y vais gaiement. Et puis, on est bien après. Il dit, ça nettoie les yeux, c'est bon. Ah, celle-là, par exemple, je pense que c'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Ça nettoie les yeux. Ça nettoie les yeux, pleurer, c'est très bon. Et puis, ça nettoie le moral, ça nettoie la tête. Je pense que ça fait du bien un peu partout. Parce qu'après, on dirait qu'on est comme libéré, on est plus léger, on dirait. Et quand tu la retiens, cette émotion-là, ben là, t'es tout pris, t'es tout pogné en dedans, là. Puis là, t'es tout stressé, là. Moi, le stress, là, j'aime ça. Quand ça me fait avancer. Mais quand ça me retient, quand ça me colle à ma chaise puis à mes problèmes, je le rejette, le stress. J'en veux pas de ce stress. Il faut distinguer le stress positif du stress négatif. Absolument. Uh-huh. Fait que ça a été dur. Même si avec toute ma grosse logique, là, de programmeur, de tout ce que tu voudras, là, parce que quand tu programmes, tu peux être un petit peu psychologue, tu peux être un petit peu toutes sortes de choses. Avec tous les bons raisonnements que je pouvais avoir à programmer ou hypnotiser, ou appelle ça comme tu voudras. Évaluer ou analyser. Avec tout ça, il y a des fois que j'arrivais pas à passer par-dessus. OK. Puis, je m'en voulais pas, j'étais pas fâché contre moi. Je me disais non, c'est des tristes émotions que je dois vivre. Si je veux passer à travers mon deuil, faut que je les passe, ces émotions-là. Ça a été dur. Je me suis brossé la carcasse pas mal pour essayer de passer par-dessus. Ça voulait pas. Fait que, puis, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas dans mon lit que je dormais le mieux, c'était dans son lit. Ben là, j'ai commencé à dormir. Juste de le percevoir différemment, puis... Ouais. Il me semblait que j'y parlais, puis je disais, hey, là, si t'essaies de m'aider, là, je pense que tu me nuis à la place. Là, un moment donné, j'ai rêvé, puis dans mon rêve, elle me disait, pourquoi tu couches pas dans mon lit? Bon, j'ai dit, c'est qu'un rêve, mais bon, je peux bien l'essayer. Ça a fonctionné. Je dors pas mal bien, je dirais, 23 nuits sur 25, là. J'en saute une de temps en temps. Ouais, je pense que c'est quand même une nette... une grosse amélioration. Une nette amélioration, ben oui. Écoute, après 10 mois, quand même, là, j'ai connu des gens qui m'ont dit que ça leur avait pris 2 ans avant de s'en sortir d'un deuil. C'est ça, c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon. Puis, mais dis-moi, c'est court aussi. Ouais, fait que c'est sûr que quand on aime quelqu'un puis que la Providence nous l'enlève comme ça, c'est un coup dur. Après m'avoir bien gâté comme elle m'a gâté, la Providence, elle m'a fourré une claque. Mais j'étais en train de passer au travers. Mais vous m'avez dit aussi quelque chose de très important, je pense, au début, avant qu'on commence, puis on va finir là-dessus. Moi, j'aime ça finir par le commencement. Ou commencer par la fin des fois, mais c'est plus rare. Oui, c'est plus rare. Mais tu sais, vous me disiez, ou vous l'avez peut-être même dit dans le micro, au pire, on va se répéter, mais vous disiez que des fois, tu sais, bon, le temps, vous le voyez pas passer, puis vous vous occupez, puis à un moment donné, le temps, il est passé, puis vous vous êtes pas ennuyé, puis... Écoute, quand j'étais en mode programmation, que ce soit programmation d'ordinateur ou programmation de logiciel de musique, t'es en train de monter une partition ou quelque chose, il arrive souvent que je saute le dîner. Ça arrive. OK. Je me rends compte qu'il est 4 heures de l'après-midi. Hey, j'ai pas dîné! C'est plus l'heure du souper. Ben là, je vais attendre 1 heure puis je vais souper. Je m'en fais pas trop avec ça. Mais j'aime pas quand ça arrive trop souvent. Parce que ça, ma douce, elle était vraiment stricte là-dessus. Elle dit, André, on mange au repas. Puis là-dessus, quand t'étais là, par exemple, j'avoue que je me sentais un petit peu plus libre de m'évaporer dans mes affaires de programmation ou de n'importe quoi. Vos activités. Parce qu'elle était là pour me ramener à l'heure. Pour vous ramener au moins au repas. Oui, puis... c'est ça. Oui, absolument. Mais là, quand t'es laissé à toi-même, des fois, tu t'oublies de manger. Ça arrive. Mais ça a comme avantage au moins que le temps a passé, vous l'avez pas vu oui, c'est ça. Trop filer. Vous avez d'autres occupations aussi, vous avez parce que vous avez comme des amis en réseau puis tout ça. Puis, oui, on a un réseau privé sur TeamTalk.
où est-ce qu'on se rencontre, puis on peut faire toutes sortes de choses. On mange ensemble. Ah, qu'est-ce que tu manges, toi, ce soir? Ben, moi, je mange un spaghetti. Ah, moi, je mange un spaghetti chinois. Bon, un autre, il mange un pâté chinois. Bon, on se raconte ça, puis on mange ensemble, et on est chacun de notre bord. On a nos écouteurs sur la tête avec notre micro. Puis on fait comme si on était à côté de l'autre. On jase. Le temps, là, ce réseau-là, là, la COVID a passé, là, j'ai quasiment pas vu. Tu sais, le confinement, là, ça a été beaucoup moins dur à cause de ça. Ben, d'avoir comme quand même l'aspect d'avoir un souper virtuel ou un 5 à 7 virtuel. J'ai beaucoup entendu cette expression-là aussi. Oui. Ben oui. On fait ça tous les jours, nous autres, manger ensemble, là-dessus. Ah oui? OK. Ah oui, tous les jours. C'est quelque chose de quand même régulier. Puis, ce qui est le fun, même quand ma femme était déjà en faiblesse, là, une fois, j'ai couché à 9h30, elle dit, va donc jouer avec ta gang, avec tes jeux, vous avez du fun, puis ça va te détendre, puis tu viens. Elle dit, couche-toi pas trop tard, par exemple. Couche-toi pas à 3h du matin, là. Parce que tu vas avoir de la misère à te réveiller le lendemain matin. Ah, parce que vous jouez sur le salon aussi, je pense. Oui, on joue sur le salon. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. On joue au Crazy Party. J'ai entendu parler d'un autre jeu, là, sur l'iPhone, là, Trivia quelque chose. Trivia Crack. Ça, je connais pas ça. Mais ça, j'ai jamais joué à ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais c'est assez facile à installer, puis c'est des questions. Puis t'as des niveaux de questions. Puis, ouais. Puis les connaissances générales, c'est bien ça. Oui. Puis là, ils te donnent des crédits, je pense, là, quand tu as des bonnes réponses, puis tu peux jouer plus quand tu as plus de crédits. Puis c'est un petit jeu. C'est un petit jeu de questions intéressant. Là. Ce qui est le fun dans notre réseau, on a des Français, des Belges. On a tout ça. Toute la francophonie. Toute la francophonie, on est là-dessus. Puis, dans le salon, il y a une chose qui manque. C'est une salle conversationnelle. Tu sais, mettons que tu trouves une salle de je sais pas moi, de course de canard. Si les gens qui étaient tous, mettons qu'on est 4-5 qu'on joue ensemble, sans Team Talk, sans Skype, sans rien, si on pouvait se parler par l'entremise. OK, en audio. En audio. Ça, là, ça serait formidable. Mais probablement qu'au niveau technique, ça serait peut-être un petit peu lourd à gérer. T'sais. Ouais. Puis déjà, écoute, ça prend de l'argent pour faire marcher ça. Ça fait 10 ans que ça roule. Je sais pas si t'es au courant, vendredi dernier. Oui, il fêtait le 10e anniversaire. Le 10e anniversaire, ben oui. C'était complètement fou d'avoir tout le monde qui se parlait en même temps. Bonjour un tel, bonjour un tel. Là, ça fait longtemps que je t'ai pas rencontré. Puis ça chattait, là, moi. C'était quelque chose. Ouais, puis il y avait un nouveau jeu, je pense, qui ont mis. Puis, ben, ils ont fait un nouveau plateau. De canard, oui. Et puis, on a fait un jeu de barbu, mais les instructions sont pas encore là. C'est bizarre. Ils ont sorti le jeu, mais les instructions sont pas là. Mais ça développe tout le temps. C'est le fun, par exemple. Tu vois que c'est quelque chose qui bouge, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Puis, il m'a dit, comme on dit, ça prend de l'argent pour faire tout ça, puis ça prend de la bonne volonté, puis de l'abnégation pour faire marcher tout ça. Puis, une chance que, avec toute la technologie qui existe, ben il y a moyen quand même de parler autrement, vocalement. Oui, puis il est même multilingue, le salon. Ça, c'est encore assez exceptionnel. Ben oui, on peut se connecter sur d'autres langues, puis s'il manque de joueurs francophones. Oui, c'est ça. Ben, puis il y a des robots. Oui. Moi, écoute, une amie belge qui m'a remis le goût du backgammon. Je pense que ça faisait 40 ans que j'avais pas joué à ça. Elle m'a redonné le goût. Hey, là, je te tape des parties avec le robot, puis j'ai payé la traite. Ben, il y a des jeux, de toute façon, qu'avec le robot, c'est aussi bien, là. Oh, ouais, tu sais, le train mexicain. Le train mexicain, on joue à ça souvent, nous autres, le soir, là. C'est aussi bien avec le robot. Tu sais, c'est sûr, c'est mieux jouer avec des vraies personnes, mais... En 10h15 et 10h30, là, on se ramasse tout le temps 4-5, là. Ah oui? On se tape un rami, un train mexicain, on a du fun. Le temps passe, on le voit pas, puis à un moment donné, hey, il est 1h15, faudrait bien aller se coucher, hein? C'est comme ça que le temps passe, puis que le temps passe bien, parce que on échange, on rit, on est en bonne compagnie, puis c'est agréable. Ben, en tout cas, je pense qu'on aurait pu parler encore très longtemps, mais vous avez dit des choses vraiment importantes. Puis le réseau social, moi, je l'ai toujours dit, je l'ai dit souvent dans les entrevues aussi. Ouais, hein? C'est tellement important
ça peut prendre différentes formes. Là, je pense que ce soir, vous en avez parlé de façon, surtout pendant la pandémie, le réseau à distance prenait une toute autre importance. Oui. Si on ne l'avait pas eu, là, je pense que j'aurais trouvé le temps pas mal plus long. Mais il est important autant que, un réseau, ça demeure un réseau, dans le fond. Oui, c'est ça. Avec qui on peut passer du temps, on peut échanger, on peut apprendre, partager nos connaissances et tout. Ah oui, et c'est absolument. super important. Oui. Ben, en tout cas, un gros merci d'avoir accepté. Et je remercie la personne qui nous a présenté, qui nous a mis en lien. Et ça aussi, je le dis surtout cette année parce que, ma liste d'invités commence à être un peu plus, un petit peu plus vide. Hein? Ça fait que c'est important que si vous avez envie de participer, que vous communiquiez avec moi ou que vous me proposiez des gens, puis n'hésitez pas à le faire. Même changer d'idée si vous m'aviez dit non puis que ça vous tente de changer d'avis. Il n'y a pas de problème. Je vais pas vous en tenir rigueur. T'en fais pas, je suis pas le genre de gars qui dit non. Moi, je dis toujours oui. En tout cas, là, c'est fait. Oui, c'est en fait. Plus, hein, puis ça s'est vite fait, bien fait. Je t'appellerai pas demain pour te dire je veux pas que tu le diffuses. C'est sûr et certain. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Oui, c'est arrivé. Hein? Ben oui, tu m'en as parlé à un moment donné. C'est choquant. Même. Oui, puis ça désorganise ton horaire puis ta planification. Là. C'est ça, mais je respecte aussi la personne qui veut plus. C'est parce qu'en plus de faire ça, ben, t'as ton travail aussi, toi, là. Ouais, c'est ça. Je le fais de mon propre chef. Je suis pas subventionné pour faire ça. En contrepartie, il y a personne non plus qui va me dire, tu vas recevoir telle personne puis pas telle autre. Là, c'est moi qui décide. C'est toi qui es maître. Puis l'équipement, c'est moi qui le paye. Puis ça fait que c'est sûr que c'est de mon temps puis ça me fait plaisir de le faire. Mais quand je le fais puis que je peux pas passer l'entrevue, bien c'est plate, mais c'est de l'énergie puis du temps un petit peu dépensé pour rien. Puis ce que j'aime en écoutant les autres, c'est de voir les différences comme quand ils ont arrêté à Nazareth et Louis Braille d'héberger, là, puis ils ont commencé, tu sais. On n'a pas connu ça, nous autres, on a toujours été hébergés quand on était à l'école. Mais avec le temps, ça a tombé. Tu sais, de voir l'évolution des choses, les générations qui suivent, les pensées qui peuvent diverger un peu. Puis c'est intéressant d'écouter les autres, de connaître des gens dont on connaît les noms, on connaît même souvent leur activité, leur travail, mais en écoutant ton émission, on apprend pour beaucoup de choses qu'on n'avait même pas imaginées sur ces personnes-là. Il y a des gens qui me disaient, telle émission, je l'écouterai pas, je connais la personne, puis je disais, peut-être qu'il y a des aspects que tu connaissais pas. Ouais. Ah oui, c'est comme celle qui m'a présenté à toi, là, il y avait des affaires que je connaissais pas sur elle. C'était intéressant. C'est une des premières que j'ai écoutées d'ailleurs. C'est une des premières que j'ai faites parce que cette personne-là, elle a été dans les premières quand j'ai envoyé des courriels à mon entourage pour savoir s'il était intéressé à participer. Elle a été dans les premières à répondre oui et elle pouvait pas se baser sur rien parce que c'était pas commencé. Ça fait qu'il a fallu qu'elle y aille sans filet. Hein? C'est là qu'on voit qu'il y a des personnes qu'on n'a pas d'idée jusqu'à quel point c'est des belles personnes, des bonnes têtes. C'est agréable de rencontrer les gens à travers ton balado. C'est bien gentil. Puis je vais continuer d'en faire tant que j'aurai des gens comme vous qui acceptent et qui le font rapidement. Et voilà, je peux mettre en ligne le plus vite possible et voilà. Alors, encore une fois, un gros merci. Et à la prochaine à tout le monde à la maison. Puis, toutes les émissions sont toutes disponibles encore de toute façon. Si vous voulez réécouter du début, il n'y a aucun problème. OK. Merci. OK, bonjour. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique,
Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!